pour amorcer ma présentation, juste dire que c'est un travail collectif que j'ai entrepris avec des collègues au départ de l'UMR-PNCA, hein, Physiologie nutritionnelle et comportement alimentaire, qui est une unité AgroParisTech INRAE de l'Université Paris-Saclay. Et donc, on s'est intéressé à comment le statut socio-économique, en quelque sorte, changeait la relation entre consommation de viande et santé nutritionnelle en France. Donc, je vais vous en dire plus sur le sujet, puis la continuation. Donc, quelques mots d'introduction. On note ces dernières années hein, un intérêt sociétale d'améliorer la durabilité de l'alimentation, hein, donc de réduire l'empreinte carbone de l'alimentation humaine. Pour réduire cette empreinte carbone, il semble opportun de réduire nos apports en viande dans la mesure où, voilà, où finalement une grosse part ou la part la majoritaire de l'empreinte carbone de notre alimentation viendrait de la viande. Et donc, de ces questions émanent finalement des concepts de transition vers des régimes allégés en viande et où des protéines végétales viendraient se substituer à la viande, donc aux protéines animales. À côté de cette nécessité écologique de réduire nos apports en viande, on note aussi dans la littérature en santé publique un intérêt majeur pour une réduction des apports en viande dans les régimes alimentaires, dans la mesure où cette réduction de l'apport en viande permettrait donc d'observer des indicateurs de santé plus favorables, donc une réduction de risque de certains cancers, une réduction des risques de surpoids et d'obésité et une réduction d'autres maladies chroniques associées à l'alimentation, et en particulier pour ce qui concerne la viande rouge, qui est aussi l'une des viandes les plus émettrices en CO2 et en gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on suppose, c'est que les pouvoirs publics, d'un côté, vont s'emparer de la question et donc petit à petit mettre en place des politiques d'incitation par les prix sur le marché de la viande, mais aussi des régulations sur la qualité de la production de viande qui contribuera également à augmenter son prix de vente. Et en plus de cela, on suppose également des chocs exogènes hein, sur les marchés. C'est ce qu'on observe actuellement avec des crises inflationnistes qui viennent également augmenter le prix de la viande sur les marchés. Cette augmentation du prix de la viande devant se traduire en principe par une réduction de sa consommation. La question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que finalement les études en santé publique observent un effet bénéfique de la réduction de la consommation de viande sur la santé nutritionnelle, eh bien, est applicable pour tous? Est-ce qu'il n'y a pas des sous-catégories de la population pour qui finalement une réduction de la consommation de viande pourrait être néfaste nutritionnellement parlant? Parce ce qu'on observe en fait dans la littérature en épidémiologie qui se base sur des cohortes de répondants, c'est que bien les échantillons sont bien souvent biaisés. C'est-à-dire qu'ils sont non représentatifs de la population. On va retrouver finalement des répondants qui vont être plus éduqués que la moyenne, plus généralement des femmes et plus généralement des personnes, des répondants intéressés aux questions de santé et nutrition et donc qui sont déjà en quelque sorte dans des trajectoires de comportement alimentaire, on va dire, soutenables et nutritionnellement sains. Ce qui fait que on masque en quelque sorte une réalité populationnelle du fait que bah voilà peut-être qu'il y a les catégories qui sont sous-représentées dans ces échantillons, bah peut-être qu'ils ont des comportements alimentaires différents lorsque la viande est moins présente dans les régimes alimentaires ou est amenée à diminuer du fait d'une augmentation de son prix. D'ailleurs, ce qu'on observe dans les études expérimentales basées sur des essais randomisés, hein, donc c'est des études qui vont attribuer à certains participants un régime alimentaire allégé en viande, et à d'autres, bah, ils vont les observer de manière à ce que, enfin, sans forcément de restrictions sur le régime alimentaire. Et ce qu'ils observent, c'est que ceux à qui on a demandé de réduire leur rapport en viande n'ont pas forcément de différence d'indice de masse corporelle ou de composition de graisse dans le corps par rapport à ceux qui n'ont pas changé leur régime alimentaire. Donc, a priori, sur la population générale, lorsqu'on on sélectionne de manière aléatoire des participants et donc on garantit une certaine représentativité de l'échantillon d'une population donnée, eh bien, on n'observe pas
de différence significative d'une réduction des apports en viande. Et nous, ce qu'on pense, c'est que finalement, il y a peut-être des comportements alimentaires différents chez certaines sous-catégories de la population qui vont faire que tout va se compenser en fait. Et ce qu'on suppose, c'est que pour les catégories socio-économiques plus privilégiées, comme celles qu'on observe dans les cohortes nutritionnelles et épidémiologiques, eh bien, là, effectivement, la réduction de la consommation de viande va être bénéfique puisque les individus vont substituer des protéines végétales saines à la viande. Mais en revanche, dans les catégories moins favorisées, les individus moins éduqués, avec des revenus plus faibles, eh bien là, peut-être qu'on observerait des substituts à risque à la viande, donc peut-être qu'une réduction de la consommation de la viande augmenterait la consommation de produits riches en gras et en sucre et pauvres en protéines. Ce qui conduirait donc à une prise de poids, à une augmentation du risque de surpoids et d'obésité et une augmentation des maladies chroniques associées à l'alimentation. Et ce qui ferait que si on mélange finalement, on met tout le monde dans le même paquet, ben, on n'observe plus rien. Parce que les effets sont, en fait, différenciés, sont opposés. Alors, ce qu'on va faire dans cette étude, c'est qu'on va réexaminer la relation entre la consommation de la viande et l'obésité en fonction du statut socio-économique des ménages. Comme je l'ai dit, notre hypothèse, c'est que parmi les plus pauvres les individus les plus pauvres, on observerait potentiellement des substitutions à risque à la viande. Donc, si je schématise, des produits riches en gras et en sucre et pauvres en protéines. Et à l'opposé, dans les catégories sociales les plus aisées, on observerait là en revanche des substitutions appropriées à la viande, donc là plutôt vers des protéines végétales ou même voire animales mais sans viande, comme les œufs ou les produits laitiers. Mais en tout cas, voilà, qui conduirait pas forcément à une augmentation de la prise de poids et qui fait du fait d'une diminution de l'apport en viande, ça conduirait à des résultats nutritionnels plus bénéfiques. Alors, qu'est-ce qui nous amène à penser que les catégories sociales les individus des catégories sociales défavorisées adopteraient finalement des stratégies de substitution à risque lorsque les apports en viande seraient amenés à être réduits? Eh bien, c'est parce que déjà, dans la population, on observe que plus le niveau d'éducation diminue ou est faible, plus la densité énergétique des aliments consommés, elle, est élevée. Donc finalement, moins on a, si schématise, moins on a de revenus, moins on est éduqué, plus que plus on aura de probabilité de consommer finalement des aliments riches en gras et en sucre et finalement pauvres en fibres. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que on suppose que les individus moins éduqués auraient moins d'expérience et de connaissances dans la composition de repas allégés en viande. Parce que voilà, on va dire que la nutrition, c'est pas quelque chose de très très simple, pas toujours accessible. Et effectivement, il faut savoir que quand on réduit un apport de quelque chose, surtout en ce qui concerne les protéines, eh bien, il faut le remplacer avec des équivalents non carnés. Et ça, c'est pas toujours acquis pour tout le monde. Et en plus, on peut supposer que les individus plus éduqués finalement sont dans des trajectoires de végétalisation de leur alimentation plus anciennes et donc ils ont acquis une certaine expérience au quotidien pour finalement constituer des repas complets sans viande. Et enfin, donc peut-être le plus important, c'est que il est probable qu'il y ait un accès moindre au bon substitut à la viande, hein, donc bon entre guillemets, donc tout ce qui est protéines végétales et autres substituts à la viande comme les produits laitiers et les œufs. Bon, même si pour les œufs et les produits laitiers c'est moins vrai, mais plus pour les protéines végétales, on rendre accès économique, géographique et socioculturel. On peut en effet supposer que en zone rurale, ça va être plus compliqué de se procurer enfin des protéines végétales dans des épiceries fines ou supermarchés qui fournissent ce type d'aliments. De la même manière que souvent les protéines végétales finalement sont assez peu accessibles économiquement, hein, je pense notamment au soja, etc., au tofu, et, euh, et socioculturellement également, parce que c'est quelque chose qui est pas finalement très commun hein, dans la société française, dans la gastronomie, hein, on va dire populaire française, de s'appuyer sur ce type d'aliments. Donc voilà pour ce qui est de l'intro. Euh,
Et donc nous, on s'intéresse, enfin, on pense que donc si voilà du fait que cette transition protéique elle arrive, hein, je pense que là-dessus il n'y a plus trop de doute, hein, on va devoir réduire nos apports en viande et c'est une bonne chose hein, pour l'environnement, on le sait, pour la santé également, mais il faut l'accompagner cette transition protéique puisque si on fait rien, si on la met en place sans accompagnement des populations potentiellement vulnérables, eh bien on risque d'aggraver des problématiques de surpoids et d'obésité dans des populations déjà fortement touchées par ce type de maladie. Alors, notre question de recherche, bon, elle est triple. Hein. Premièrement, on se pose la question si la régulation du marché de la viande est une politique environnementale et de santé publique pertinente. Donc, est-ce que finalement il y a des effets sur la santé, en tout cas en ce qui nous concerne, intéressants, et est-ce que il y a des effets pervers? Euh, Quels sont donc ces effets sur les populations vulnérables? Ça, c'est notre focus. Et après, quelles mesures prendre pour accompagner ces potentielles populations à risque dans la transition protéique, comme on fait pour les accompagner? Alors, ce qu'on a réalisé, c'est pour commencer à s'imprégner de la question, à investir cette question de recherche. On a travaillé sur les données publiques hein, de l'enquête 1K3, qui est une enquête menée par l'ANSES en 2015 sur un échantillon représentatif de la population française. Donc, nous, on va se concentrer sur les adultes hein, dans cette étude. Et donc, il faut bien savoir que c'est voilà, c'est une étude en coupe transversale. Donc, on est bien sur, on prend une photographie de la population française en 2015 et on n'est pas encore, en tout cas dans cette phase exploratoire, vraiment dans des liens de causalité. On est vraiment sur l'analyse d'association. Ce qu'on veut ici, c'est mettre en exergue simplement des profils nutritionnels différents en fonction du statut socio-économique lorsque la consommation de viande varie dans les régimes alimentaires. Et pour ça, on utilise des modèles de régression multivariés. Alors, ça, c'est un peu le modèle hein, qu'on va tester. Hein. C'est un modèle, comme je l'ai dit, un modèle exploratoire. Donc, il est statique, il est en coupe transversale. On pose une hypothèse forte. L'hypothèse forte, c'est qu'en gros, les choix de substitution, les mécanismes de substitution ont déjà opéré, qu'il n'y a pas de court terme, long terme, il n'y a pas de processus d'apprentissage ou de gain de compétences du fait d'une ancienneté dans la stratégie de réduire les apports en viande. Voilà, on est sur quelque chose de très simple, très statique, sur des hypothèses fortes. Donc, on est vraiment que sur des associations, pas sur des liens de causalité. Et ce qu'on va regarder, donc, c'est comment finalement une réduction de la consommation de viande, comment des variations de consommation de viande parmi les ménages à faible statut socio-économique. Là, on se concentrera sur le niveau d'éducation des individus. Et finalement, comment ces caractéristiques individuelles vont changer la consommation de produits associés à la prise de poids, donc des produits gras, riches en gras et en sucre, donc les snacks, les sucreries et les sodas, mais aussi comment ça change la composition en macronutriments de la diète. Hein, donc là, je vais vous parler un peu plus d'hydrates de carbone et de gras et de sucre dans le régime alimentaire. Et puis finalement, tout ça combiné, comment finalement la variation de consommation de viande parmi la classe d'éducation auquel on appartient va aboutir à des apports caloriques différents d'un groupe social à un autre. Comment ça va aboutir potentiellement à des niveaux de transformation, d'ultra transformation de la diète différents et comment finalement ça va influencer l'indice de masse corporelle, qui est une mesure qui permet de, de distinguer les individus qui vont être en poids normal, en surpoids ou statut d'obésité. Donc on s'intéresse autrement dit aux mécanismes et aussi aux indicateurs de résultats. Alors ça, c'est le modèle de régression multivariée qu'on a testé. Hein. C'est une estimation toute simple, hein, en moindre carré ordinaire, dans lequel nos variables dépendantes, elles vont varier d'un modèle à un autre, hein, en fonction de si on se situe plutôt au niveau des mécanismes ou plutôt au niveau des indicateurs de résultats. Donc vous l'aurez deviné, hein, l'indice de masse corporelle et sa classification en surpoids et obésité, c'est une variable de résultat finalement
à l'aval de notre modèle, hein. Mais avant ça, il y a tout le côté un peu mécanisme, et dans ces mécanismes, on va s'intéresser donc aux variations de consommation de groupes d'aliments à risque, hein. Ce que je vous ai dit, les aliments, ce qu'on appelle les sucreries, mais aussi les snacks et les boissons sucrées. On s'intéresse aussi à comment vont varier les proportions ou les quantités de glucides, de lipides et de protéines dans le régime alimentaire, avec un intérêt particulier sur les glucides et les lipides parce que ce sont les graisses et les sucres. Et puis on va s'intéresser, comme je le disais, à la quantité énergétique ingérée en kilocalories par jour et au pourcentage d'aliments ultra transformés dans le régime, donc en pourcentage dans l'apport énergétique journalier à partir de la classification NOVA. Pour ce qui est des variables de contrôle dans le modèle de régression, on va contrôler par tout un tas de facteurs individuels qui nous permettra donc de dire que nos résultats, finalement, toutes choses égales par ailleurs, ces paramètres sont valides. Donc on contrôlera par le genre, l'âge, si l'individu fume ou boit de l'alcool, si il pratique une activité physique, son niveau d'activité sédentaire également, où il prend le repas le midi si c'est au travail, à domicile ou ailleurs, si s'il est végétarien, cet individu. La composition du foyer est également pris en compte, c'est-à-dire le nombre de membres et le nombre d'enfants dans le ménage, la zone où il habite, donc rural, urbain, et la région d'habitat, donc c'est les anciennes régions françaises, hein, à l'époque où il y en avait, je sais plus, 22, je crois. Et enfin, on contrôle par la saison d'enquête, hein, dans la mesure où il peut y avoir des effets de saisonnalité dans la consommation alimentaire, donc c'est important de prendre en compte cela. Et puis les biais de report de l'échantillon, donc ça c'est un indicateur qui est fourni directement par les données 1K qui nous permet de savoir si l'individu a plus ou moins bien reporté ses consommations alimentaires. Et dans certaines spécifications, on contrôle également pour le besoin métabolique de base. Et c'est notamment dans la régression où on va tester finalement comment la consommation de viande va faire varier la quantité énergétique ingérée par jour, dans la mesure où on le sait, hein, c'est qu'un individu plus corpulent, le corps d'un individu plus corpulent au repos va nécessiter plus de calories pour fonctionner. En gros, il y a un lien entre la corpulence et le besoin au repos d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'on contrôle par le besoin métabolique de base dans cette régression pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de causalité inverse. Pour ce qui est de la sensibilité, on va tester différentes mesures du statut socio-économique. Nous, on va se focaliser là dans cette présentation sur le niveau d'éducation, mais on a également testé le modèle sur d'autres mesures du statut socio-économique en considérant les tranches de revenus du ménage et les catégories socio-professionnelles. Ça donne pour ces trois types de mesures de résultats relativement similaires. Puis on s'est intéressé à différentes mesures, hein, de la consommation de viande brute. Donc là, c'est vraiment la viande brute où on va exclure finalement tout ce qui est viande, enfin plat et snack qui peuvent inclure de la viande, mais on n'est pas sûr que ça en inclut et surtout on ne sait pas à quelle proportion ça en inclut, comme par exemple les pizzas ou certains plats où il y a de la viande, mais pas que. Donc là, on va s'intéresser que à la consommation de viande brute en, en grammes par mois et en jours par mois. Donc ce que je vais vous présenter, c'est les résultats en grammes par mois, mais on a fait aussi de l'analyse en jours par mois et ça donne des résultats similaires. Et donc ça inclut les viandes bovines, porcines, ovines, volailles, charcuterie et abats. Donc notre régression est relativement simple puisque c'est tout simplement on a à gauche notre variable dépendante et puis à droite les variables explicatives. La seule petite complexité qu'on ajoute, c'est qu'on introduit un terme d'interaction entre notre indicateur de statut socio-économique qui ici sera le niveau d'éducation de l'individu I et la consommation de viande en grammes par mois, ce qui nous permettra de voir comment finalement en fonction du groupe d'éducation auquel appartient l'individu, la variation de la consommation de viande sera associée à des indices de masse corporelle ou des consommations caloriques différentes.
Voilà. Et ça, vous allez voir un peu plus concrètement ce que ça donne sur ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, quelques statistiques descriptives sur l'échantillon. Donc, ben, on voit hein, que, comme le dit la littérature, on a des problématiques de surpoids et d'obésité inquiétantes en France. Hein. On va dire qu'en moyenne, on va avoir 40% de surpoids environ, et puis 15 à 20% d'obésité dans la population adulte française. On voit que c'est parmi les non-diplômés que ces prévalences sont les plus inquiétantes et chez les plus diplômés où ces prévalences sont les plus faibles. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature qui s'intéresse aux pays industrialisés ou à revenus riches, à revenus élevés. C'est que en gros, le fardeau de l'obésité est surtout porté par les individus appartenant à des classes sociales inférieures. Alors, je passe direct au résultat de la régression. Ici, c'est la régression qui interagit le statut socio-économique mesuré par le niveau d'éducation, la consommation de viande et l'indice de masse corporelle. Toutes choses égales par ailleurs, les variables de contrôle que je vous ai décrites un peu plus tôt, hein, l'âge, le genre, la prise de repas, etc. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a des tendances inversées dans la relation entre consommation de viande et indice de masse corporelle en fonction du niveau d'éducation. On voit que pour les plus diplômés en vert, finalement, c'est ce qu'on observe dans la littérature épidémiologique qui porte sur des cohortes non représentatives, donc parce que ça inclut des individus plus éduqués, plus intéressés par les questions de nutrition et d'alimentation. Et on voit donc dans ces catégories d'éducation que plus de viande dans le régime alimentaire est associé à un indice de masse corporelle plus élevé. Donc, on est bien dans cette idée que réduire les apports en viande permettrait de réduire le risque de surpoids et d'obésité. Là, en termes d'ordre de grandeur, l'indice de masse corporelle, en gros, au-dessus de 25, on est sur un statut de surpoids, d'accord? Donc, et au-dessus de 30, c'est le statut de l'obésité. Donc, en moyenne, on voit que ceux qui sont les plus éduqués et qui consomment beaucoup de viande, finalement, vont être plutôt dans la catégorie de surpoids. Mais pour ceux qui vont consommer à chaque fois un peu moins de viande, vont pouvoir sortir de la catégorie de surpoids et se diriger vers la catégorie de poids normal. Car il y a vraiment cette relation positive entre consommation de viande et indice de masse corporelle parmi ces catégories d'éducation. Et pour les moins éduqués, c'est l'inverse. C'est ce qu'on supposait, c'est qu'en gros, consommer plus de viande est associé à un indice de masse corporelle plus faible. Mais à l'inverse, consommer moins de viande est associé donc à un indice de masse corporelle plus élevé. Donc, notre hypothèse pour l'instant, elle tient la route. Il est possible que parmi ces individus moins éduqués, eh bien, lorsque la viande est amenée à être réduite, à être faible, eh bien, les individus vont consommer plus d'aliments riches en gras et en sucre, donc énergétiquement très denses. Et donc, cela pourrait avoir un impact sur leur corpulence et sur leur risque de surpoids et d'obésité. On va aller plus loin dans l'étude des mécanismes. Ici, donc, on a deux graphiques qui reportent également les effets marginaux des régressions. Et on observe sur ces deux graphiques également des tendances inversées entre les non-diplômés et ceux qui ont un niveau d'études supérieur. À gauche, on a donc en variable dépendante la quantité énergétique ingérée en kilocalories par jour. On voit une nouvelle fois que pour les non-diplômés, finalement, lorsque la consommation de viande diminue, eh bien, on a un apport calorique qui, lui, augmente, donc qui va dans le sens de nos hypothèses, alors que dans les autres catégories d'éducation, on observe un peu ce qu'on observe dans la population, généralement dans les études en épidémiologie, c'est-à-dire que plus de viande se traduit par tout simplement plus de calories dans la diète. Pour l'ultra-transformation de la diète, hein, calculée à partir du score de la classification NOVA,
On voit que les tendances sont similaires, hein, pour les non-diplômés. Moins on consomme de viande, plus on tend à avoir une diète euh, où la proportion de produits ultra transformés est élevée. En revanche, pour les plus éduqués, c'est l'inverse. Finalement, moins on consomme de viande et moins on tend à avoir une diète ultra transformée. Donc ça va bien dans le sens de nos hypothèses. Pour ce qui est des indicateurs de catégories de produits à risque, donc on a trois catégories sur lesquelles on a voulu montrer des résultats. Donc les boissons sucrées à gauche, au milieu c'est les sucreries, tout ce qui est confiserie, gâteaux, bonbons, crème dessert, etc. Et à droite les snacks, c'est tout ce qui est produits riches en sel et en gras, tels que les chips, les pizzas, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça va dans le sens de nos hypothèses, et cela surtout pour ce qui est du sucré. Hein. Pour les boissons sucrées, on a bien les mêmes tendances, c'est-à-dire que pour les non-diplômés, moins on consomme de viande, plus on tend à consommer de soda, une boisson riche en sucre. Pour les plus éduqués, moins on consomme de viande, moins on en consomme. Pour en ce qui concerne les sucreries, c'est la même chose. Hein. Moins on est éduqué et moins on consomme de viande, eh bien, plus on va consommer de sucreries, alors que il n'y a pas forcément d'effet très marqué pour les niveaux d'éducation supérieurs de la consommation de viande sur les apports en sucreries. Pour les snacks, les tendances pour les trois catégories d'éducation sont assez similaires, donc il n'y a pas de grosses différences. Donc, ce sera surtout au niveau des sucreries que ça se jouerait, les mécanismes de substitution à l'offre. Et finalement, cela, on le retrouve lorsqu'on regarde un peu plus en détail la quantité vraiment de macronutriments dans la diète en fonction voilà, si on distingue finalement quantité de sucre en grammes par jour et quantité de graisse en grammes par jour, on voit bien que finalement l'effet opposé se retrouve dans les sucres et pas forcément dans les graisses. Et pour les protéines, on voit qu'il n'y a pas de différence de tendance non plus, donc ce qui n'est pas étonnant, hein, parce qu'on est sur la population française où il n'y a pas de carence protéique à proprement parler, et donc il est évident que si une diminution de la consommation de viande va pas forcément se traduire par une diminution de l'apport en protéines. Même si, oui, on l'observe, hein, une diminution de l'apport en protéines, mais même s'il y a une diminution de l'apport en protéines, on n'est pas en situation de carence, ça c'est important de le rappeler, mais voilà, il n'y a pas d'effet opposé entre les différents niveaux d'éducation. Alors, l'avantage de ce type d'analyse exploratoire, c'est que c'est plutôt assez simple à mettre en œuvre. C'est se base sur des bases de données qui sont gratuites, représentatives de la population. Les indicateurs nutritionnels sont assez précis parce qu'on peut avoir voilà, la quantité vraiment de sucre, de graisse consommée par jour par individu. Le désavantage, par contre, c'est que le niveau de preuve est plutôt modéré parce que la causalité est incertaine. Hein. Comme je vous l'ai dit, on prend une photographie de la population française en 2015 et on regarde comment finalement appartenir à telle catégorie ou sous-catégorie de la population va être associé à des indices de masse corporelle plus ou moins élevés et à des consommations plus ou moins différentes. Mais on n'est pas sur de la causalité, on ne peut pas vraiment dire que c'est la réduction de la consommation de viande en tant que telle qui a produit ces effets-là. Et pour pouvoir dire ça et être de meilleurs conseils pour les politiques publiques, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on arrive à mieux identifier les liens de causalité. Et ça, c'est les projets qui sont en cours de l'étude. Donc, c'est de mettre en place une étude longitudinale, donc cette fois pas basée sur des données en coupe transversale, mais sur des données de panel de la population française. Donc, ça serait les données longitudinales sur les achats alimentaires des Français, qui sont le panel Kantar. Et donc, on a des données qui varient qui vont de 2011 à 2017. Et donc, on a plus de 45 000 observations sur ces 6 vagues, 6 ou 7 vagues, 6. Et donc c'est le travail de thèse de Molimani qui s'empare actuellement de ces questions-là. Donc c'est dans le cadre de sa thèse qu'elle doit mener ce type d'analyse pour vraiment mesurer
les impacts potentiels d'une baisse de la consommation de viande sur les profils nutritionnels des populations vulnérables. Alors, juste bref, de manière brève, pourquoi c'est important pour nous d'aller plus loin et de pas s'arrêter au modèle exploratoire multivarié que je vous ai présenté plus tôt, c'est parce que ces modèles exploratoires multivariés basés généralement sur la méthode des moindres carrés ordinaires, de régression linéaire en quelque sorte, et ben, ils sont potentiellement biaisés à cause de deux potentielles raisons. La première, c'est qu'il y a un risque de causalité inverse. Bon, je vous ai déjà parlé hein, du besoin métabolique de base, hein, qui fait que les individus plus corpulents ont besoin de plus de calories. Ça, c'est un point, mais bon, ce point-là, à la rigueur, on peut le contrôler assez facilement. Mais un autre enjeu potentiel, et qui là est beaucoup plus difficile à contrôler, c'est que on pourrait supposer que des individus dont le médecin diagnostique un statut d'obésité va donner des conseils, des recommandations à leurs patients pour changer leur alimentation et potentiellement leur rapport en viande. Et si ce médecin donc donne des recommandations et modifie la diète de nos individus, ben, finalement on a un problème de causalité inverse parce que c'est parce qu'ils sont obèses finalement qu'ils vont réduire leur consommation de viande et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pose vraiment problème parce que ça voudrait dire que on interpréterait à tort le sens de causalité de nos résultats. Premier point. Deuxième point, et enjeu à soulever, c'est que bah, il y a des risques d'hétérogénéité inobservée qui peuvent être corrélés à la fois avec l'indice de masse corporelle et à la fois avec la consommation de viande. Et je pense par exemple au choc sur le prix des carburants qu'il y a eu récemment. Bah, on peut supposer que le prix des carburants va influencer la diète des individus. Ils vont devoir finalement, les individus, surtout les plus pauvres, vont devoir finalement recomposer toute leur diète, peut-être réduire leur rapport en viande, consommer peut-être plus d'hydrates de carbone, plus de produits riches en gras et en sucre, peut-être moins de fibres. Mais en plus de ça, il est possible que ils doivent réadapter également leur activité physique ou leurs moyens de déplacement. Et peut-être qu'ils vont moins souvent prendre la voiture, plus souvent les transports en commun parce que le carburant coûte plus cher. Et donc ça va avoir un effet sur l'indice de masse corporelle puisqu'il y a un lien évident entre activité physique et indice de masse corporelle. Et donc ça voudrait dire qu'on mesure quelque chose, mais qui serait expliqué par un facteur qu'on n'observe pas. Et donc ça, c'est un problème pour nous puisque ça fait qu'on ne peut pas vraiment dire ce qu'on observe, c'est vraiment une causalité, puisqu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer finalement les changements à la fois d'indice de masse corporelle et de consommation de viande qu'on n'observe pas. Donc pour neutraliser ces potentiels biais, on propose déjà de porter une analyse longitudinale hein, avec ces données de Palen. Le fait finalement d'avoir des observations d'individus qui sont suivis dans le temps, donc dans un modèle dynamique, ça permet de corriger ces problèmes de causalité inverse, bien entendu. Donc de ce que je vous disais avec les recommandations du médecin. Mais également, parce qu'on finalement on peut se dire, bah, on se situe, on prend que à l'année zéro des individus qui sont en poids normal et on regarde comment ils ont évolué 7 ans après. Est-ce ils sont plus souvent en surpoids ou obèses alors qu'ils étaient en poids normal en 2011, s'ils ont consommé moins de viande et qu'ils appartiennent à telle catégorie d'éducation ou de revenus de la population. Donc là, sur la causalité, on sera un peu plus certain. Et puis sur le problème d'hétérogénéité inobservée, eh ben là, ce qu'on propose, c'est d'appliquer le modèle de ce qu'on appelle, nous, les économistes, de variables instrumentales. En quelque sorte, on cherche à neutraliser le risque que des facteurs inobservés viennent guider, viennent tirer nos résultats. Et pour ça, il faut qu'on introduise de l'exogénéité dans le modèle. Et l'idée, ce serait donc d'introduire finalement des informations sur les prix relatifs de la viande par rapport aux autres catégories de produits pour être sûr que nos variations de consommation de viande soient bien expliquées par des variations du prix de la viande et pas par autre chose. Et donc de bien retracer finalement la causalité depuis le prix de la viande jusqu'à la consommation en allant jusqu'à la corpulence.
Alors, où on en est aujourd'hui, on n'a pas encore tout mis en place, hein. Molly et Manier continuent de travailler sur le sujet, mais il y a quelques premiers éléments de résultat. Lorsqu'on on applique voilà, un modèle de régression à effet fixe individuel sur les données de panel, hein, les données longitudinales de 2011 à 2017. Donc, on observe que finalement, lorsqu'on se concentre sur les ménages qui sont en dessous le seuil de pauvreté en France, eh bien, parmi ces ménages, ceux qui ont augmenté leur consommation de viande, finalement, ont vu leur indice de masse corporelle diminuer de manière significative. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on observait sur les données 1K. Et à l'inverse, comme on l'observait également sur les données 1K, parmi ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, ceux qui ont augmenté leur consommation de viande sur la période, eh bien, ont eu tendance à prendre du poids. Donc, on est bien sur nos hypothèses, on est rassuré, mais il faut encore continuer les analyses pour justement introduire davantage de corrections et être sûr de bien mesurer un effet de causalité. Donc pour conclure, je vois qu'il est déjà 42, donc on approche à la fin de la présentation. On voit que l'association entre la consommation de viande et la nutrition dépend du statut socio-économique des individus. Bon, je vous ai montré les résultats sur le niveau d'éducation, mais on observe la même chose si on fait l'analyse par tranche de revenus ou par catégorie socio-professionnelle. Donc, pour les statuts socio-économiques supérieurs, on observe que la consommation de viande est associée à un indice de masse corporelle plus élevé et un régime plus calorique et plus riche en aliments ultra transformés. Alors que, à l'inverse, pour les statuts socio-économiques faibles ou inférieurs, eh bien, ces relations sont inversées. Donc, la consommation de viande est associée à un indice de masse corporelle plus faible. Alors, ce qu'on observe également, c'est que le statut socio-économique pourrait conditionner des stratégies de substitution des ménages qui vont être donc très spécifiques en fonction de la classe sociale auquel on appartient. Parmi les ménages à faible statut socio-économique, une faible consommation de viande est associée à une alimentation plus riche en gras et en sucre, donc des desserts, des sucreries, des sodas. On l'a vu, hein, c'était surtout porté par les sucreries, les sodas que par les snacks. Et donc voilà, il y aurait finalement ce phénomène de mauvais substitut à la viande qui viendrait s'exprimer parmi ces catégories sociales, alors que dans les autres catégories de la population, on est plutôt sur des bons substituts à la viande a priori. Ce qui veut dire que la pauvreté constituerait un frein à la transition protéique, puisque finalement, la transition protéique amènerait à aggraver les problématiques de surpoids et d'obésité et de maladies chroniques chez des populations déjà fortement touchées par cela, comme on l'a vu sur les statistiques descriptives que je vous ai présentées. Et donc, il y a un réel besoin de sensibiliser ces populations aux bons substituts à la viande, à rendre accessibles ces sources alternatives de protéines et de les adapter également aux préférences de ces populations. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vois que le temps est passé très vite. Et donc, je vais accueillir vos questions si vous en avez. Merci.